Épisode 1. Introduction aux fondements du parti. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Samuel. La capsule d'aujourd'hui, c'est une première d'une série de 7 qui vise à exposer c'est quoi les fondements du Parti royaliste du Québec. Le Parti royaliste du Québec, c'est un parti politique au niveau provincial qui a été officiellement autorisé par le directeur général des élections le 8 février 2019. Le parti comptait environ 120 membres lors de sa création, mais c'est avant tout l'idée d'un homme. En fait, c'est mon idée. C'est une idée ça découle d'une idée que j'ai eue il y a environ 15 ans, puis je m'étais donné comme objectif de vie qu'arrivé autour de la quarantaine, il faudrait que je fasse quelque chose pour parler de cette idée-là, pour la partager. Mon premier plan, ça a été de me mettre en tête d'écrire un livre là-dessus. Ça aurait pris sûrement la forme d'une espèce de politique fiction, puis que ça aurait permis d'illustrer un peu ma vision. Mais là, de manière, à force de penser à ça, je me suis dit, pourquoi passer par la fiction pour expliquer quelque chose qui peut être réel? Et y aurait-tu un manque de courage là-dedans? Peut-être. Fait que j'ai réaligné le tir. Je me suis dit, si j'assume mes idées, faut que je fasse ça autrement. Fait que j'ai dit, je vais faire des capsules vidéo sur Internet pour diffuser mes idées. J'avais fait quand même un bon bout de chemin là, dans l'organisation. Mes idées par rapport à ça, mais je me suis encore remis en question. Je me suis demandé qu'est-ce que ça va donner, puis où c'est que ça va me mener, cette affaire-là. Fait que là, je me suis vu dans 5-6 ans comme étant un genre d'analyste politique, un blogueur, là, à critiquer puis commenter là, sur les choses qui se passaient là, dans la société. Bon. Le meilleur des scénarios, il aurait fait de moi un entertainer, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que j'aurais toujours peut-être été un peu frustré là, du peu d'impact que mes propos auraient pu avoir. Là. Fait que j'ai encore modifié mon plan. Je me suis dit que vu que j'avais une vision politique à partager, puis que mon souhait c'était d'avoir de l'impact, mais la chose à faire c'était de fonder un parti politique puis proposer un projet de société. Fait qu'en gros, ça résume la démarche personnelle qui a mené à la naissance du Parti royaliste du Québec. Bon. Assez parlé de moi. C'est quoi l'idée derrière le Parti royaliste du Québec? Mais dans le fond, le Parti royaliste du Québec apporte la réponse à la question nationale. On a tous déjà sûrement entendu parler au Québec de l'histoire de la souveraineté. Il y a eu des référendums à ce sujet là, dans le passé. De mon côté, étant donné mon âge, je n'ai jamais pu voter là, lors de ces référendums-là, mais je me suis quand même intéressé à la question. Dans les tentatives référendaires passées, de ce que j'ai compris, c'est qu'on demandait aux gens de voter en faveur de la souveraineté sans nécessairement avoir de quoi de clair à proposer par rapport à la forme que la souveraineté était pour prendre au Québec. Dans le fond, pour résumer un peu ça, là, un vote pour le oui, ça donnait au gouvernement québécois une forme d'autorisation pour aller négocier avec le Canada la souveraineté du Québec. Qu'est-ce qui aurait découlé de ces négociations-là? Personne ne pouvait vraiment le savoir. Là. Mais pourtant, dans la situation dans laquelle notre peuple est placé, puis étant donné le système politique actuellement en place, devenir souverain, c'est pas si compliqué que ça. Vous savez sûrement qu'au Canada, on est dans une monarchie constitutionnelle. Le chef du gouvernement, c'est le premier ministre, qu'on élit à tous les 4 ans. Puis la chef d'État, c'est la reine du Canada, la reine Élisabeth II. Fait que dans le fond, il s'agirait simplement que d'une manière démocratique, c'est-à-dire là, en votant pour, là, un petit, comme un référendum qu'on a déjà fait, que la majorité des Québécois et des Québécoises s'entendent pour qu'un de leurs concitoyens ou une de leurs concitoyennes devienne leur roi ou leur reine. De cette façon-là, le Québec aurait son propre chef d'État, puis ça ferait du Québec un État souverain. On pourrait qualifier cette manière d'accéder à la souveraineté comme étant une voie diplomatique. Ce roi-là ou cette reine-là, une fois qu'on l'a nommé, on aurait simplement à l'asseoir dans la chaise du lieutenant-gouverneur du Québec. Le système parlementaire actuel, à part quelques améliorations qu'on pourra lui apporter, demeurait essentiellement inchangé avec des députés élus puis un premier ministre comme chef du gouvernement. La principale différence serait qu'au lieu d'avoir un chef d'État qui habite sur un autre continent puis qui apporte peu de positifs, je dirais, à notre nation, on aurait un chef d'État qu'on aurait choisi parmi nous, pour nous, puis qui aura les rôles et les responsabilités là, qu'on voudra bien là, lui octroyer. Rendu ici, je veux apporter une précision. Ce ne sera pas moi le roi ou la reine. Là.
Mon but politique, en tant que chef du Parti royaliste du Québec, c'est de former un gouvernement royaliste, trouver un monarque potentiel, le faire approuver par le peuple, puis finalement le couronner pour fonder le royaume du Québec. Le Québec deviendrait donc, de cette façon-là, un royaume populaire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune relation avec l'Église, puis où les liens de sang n'auraient aucun rôle à jouer. Vous savez peut-être qu'il existe dans le monde deux types fondamentaux d'États. Il y a les monarchies, puis il y a les républiques. Bon, j'ai remarqué qu'il arrive qu'il y a des gens qui croient que dans une monarchie, les monarques c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir, comparé, mettons, au président des républiques. Bon, je vais apporter une petite précision à ce niveau-là. Un système de gouvernement où le chef d'État détient tous les pouvoirs, on appelle ça de l'absolutisme. C'est vrai qu'il y a plusieurs siècles, dans des pays d'Occident, il a existé des monarchies absolues. Mais de nos jours, il est assez aisé de constater que les présidents de république possèdent plus de pouvoir dans leur État que les monarques en possèdent dans les monarchies modernes. Dans le fond, la différence fondamentale entre une monarchie et une république, c'est au niveau de la durée du mandat du chef d'État. Dans une monarchie, le chef d'État, qu'on appelle un monarque, il est normalement en poste toute sa vie. Du moment qu'il est nommé, ce sont les circonstances exceptionnelles qui peuvent faire en sorte qu'il perd son poste. Par exemple, quand il décède, s'il décide d'abdiquer parce qu'il ne veut plus faire le travail, s'il y a une destitution, etc. Dans une république, le chef d'État, qu'on appelle le président, il est normalement en poste pour une durée déterminée. Et ce sont des circonstances exceptionnelles qui peuvent faire en sorte qu'il reste en poste pour une très longue période. Monarchie ou république, c'est quoi qui est le mieux des deux? Bon, pour répondre à cette question-là, je vais vous présenter le résultat d'une étude que j'ai réalisée sur le sujet puis qui couvre l'ensemble des habitants de la planète. Les données utilisées pour l'étude sont celles de l'année 2016. À ce moment-là, il y avait environ 7,5 milliards d'habitants sur la planète. Ces êtres humains, qui constituent l'humanité entière, étaient répartis dans environ 250 pays et territoires. Sauf pour quelques exceptions, comme par exemple pour l'Antarctique, ces pays et territoires peuvent être séparés en deux groupes. Il y a les monarchies et il y a les républiques. Il existe différents indicateurs pour permettre d'évaluer à quel point il fait bon vivre dans un pays. Pour les besoins de l'étude, on va en prendre deux. L'indice de développement humain, ou IDH, qui mesure le développement des individus dans un pays en fonction de facteurs comme l'espérance de vie, le PIB par habitant et le niveau d'instruction. On va prendre aussi l'indice de performance environnementale, ou l'IPE, qui mesure l'efficacité des politiques environnementales dans un pays en considérant des facteurs comme l'accès à l'eau potable, le niveau de pollution et l'efficacité énergétique. Pour les besoins de l'étude, on va faire l'exercice d'associer à chacun des habitants de la planète la valeur de l'indice de développement humain et de l'indice de performance environnementale du pays dans lequel il vit. Par exemple, aux États-Unis, puisque l'indice de développement humain est de 0,924 et que l'indice de performance environnementale est de 71,2, on associe ces valeurs à chacun des 328 millions d'habitants des États-Unis. On fait cet exercice d'association pour tous les pays du monde. Une fois que c'est fait, il devient possible de calculer la moyenne de ces indices pour tous les êtres humains qui vivent dans des monarchies et pour tous ceux qui vivent dans des républiques. Au niveau du développement humain, quelqu'un qui vit dans une monarchie a en moyenne un IDH de 0,84. Un pays qui aurait ce score se positionnerait au 64e rang des pays du monde. Celui qui vit dans une république a en moyenne un IDH de 0,68. Un pays qui aurait ce score se positionnerait au 159e rang mondial. En ce qui concerne la performance environnementale, quelqu'un qui vit dans une monarchie a en moyenne un IPE de 72,5. Un pays qui aurait ce score se positionnerait au 27e rang des pays du monde. Celui qui vit dans une république a en moyenne un IPE de 56,9. Un pays qui aurait ce score se positionnerait au 95e rang mondial. Donc, à la lumière de ces résultats, vous pouvez constater comme moi que les êtres humains qui vivent dans des monarchies ont un indice de développement humain et un indice de performance environnementale plus élevé que ceux qui vivent dans des républiques. Ils sont plus riches, ils vivent plus vieux, ils sont plus instruits,
puis ils bénéficient de politiques environnementales plus efficaces. C'est quoi qui explique cette différence? Je vous laisse réfléchir à ça. De mon côté, je vais trouver l'occasion d'en parler dans une autre capsule. Pour conclure ce premier épisode, je tiens à préciser que je suis conscient que quand il est question de la souveraineté du Québec, il y a plusieurs visionnaires et personnages politiques au Québec qui l'ont évoqué en faisant référence à une éventuelle République du Québec. Bon, je ne juge pas ces personnes-là, là. Il y en a beaucoup là-dedans là, ça date puis qui sont décédés, qu'on pourrait là, qualifier d'héros nationaux. Il y en a d'autres qui sont encore vivants puis qui ont passé leur vie là, à défendre, si on veut, les intérêts de la nation québécoise. Je suis quand même confiant parce que, comme on dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Souvent, les gens choisissent de prendre un chemin pour les bonnes raisons. Puis il n'y a rien de mal à ajuster sa direction en cours de route. Merci pour votre temps. Dans la prochaine capsule, on va aller un peu plus loin en ce qui concerne le processus de couronnement proposé de notre éventuel monarque. Comment on va choisir ce roi ou ce reine-là, puis comment ça va se passer. En attendant, je vous invite à visiter le site internet du parti au www.partiroyaliste.québec où vous pourrez trouver d'autres infos et puis d'autres documents intéressants. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Royaliste pour être informé en primeur des prochains épisodes. Et puis, vous pouvez me suivre sur Twitter à Samuel J. Giguère. Si on veut, on va l'avoir, notre royaume. Salut!